Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue ici au Salon du Chocolat, 6e édition du nom à Lyon. Un salon qui ne désemplit pas. Il n'y avait qu'à voir pour s'en convaincre la queue pour entrer au salon hier après-midi, une queue qui faisait près de 200 mètres. Alors là, vous êtes bien installés, vous êtes presque au chaud, pas trop pour pas que les chocolats ne fondent. Et je vais essayer de vous parler d'un thème à la fois intéressant, original, mais un peu particulier. Un thème qui s'intitule tout simplement « Chocolat, mythe ou réalité ». Chocolat, mythe ou réalité, voilà bien la question, celle du mythe d'une part, et celle de la réalité d'autre part. Mythe et réalité, entre les deux, il y a effectivement le chocolat. Le chocolat avec un petit C, ses produits, ses bonbons, sa couverture, et le chocolat avec un grand C, ce qu'il représente, à la fois pour nous autres, pour l'inconscient populaire, pour notre inconscient personnel, un chocolat, facteur de tous les bonheurs, mais aussi, on le verra plus tard, facteur parfois de bien des soucis pour certains. Alors, comment essayer de faire une conférence qui lie tout à la fois la virtualité du mythe à un produit qui lui-même est en prise directe avec la gourmandise? Ce sujet est donc, vous le comprendrez aisément, à la limite entre la philosophie et la gastronomie. On va essayer de voir, de décrypter comment l'on peut passer d'un mythe au chocolat ou du chocolat à un mythe. 3 plans, 3 points, 3 paragraphes. On va d'abord essayer de décrypter ce qu'est le mythe, ce que sont les mythes. Ensuite, on va parler du chocolat, de ses origines. Et puis on verra ensuite comment l'un et l'autre sont liés, en prise directe avec la réalité. Le mythe en lui-même peut se définir de plusieurs façons. Tout d'abord d'une façon philosophique. Qu'est-ce qu'un mythe? D'où vient-il? Qu'est-il? Et puis également d'une manière beaucoup plus religieuse, parce que le mythe, effectivement, on en trouve souvent dans la religion, et en particulier, on le verra dans quelques instants, dans la religion ou dans les origines aztèques et mexicaines, où effectivement l'on parlait de mythe. Le mythe peut être parfois fondé sur des anecdotes, parfois sur des croyances, mais également, parfois, tout simplement, sur des croyances erronées. Exemple de mythe à la croyance erronée, lorsque l'on parle du zéro papier, eh bien, c'est un mythe, parce que même si on élimine tous les papiers, on en aura toujours besoin, ne serait-ce que pour des actes notariés et autres. Donc vous voyez que le mythe en lui-même est fondateur. On parle d'ailleurs dans certaines religions, dans certaines associations, de mythes fondateurs. Quelques mots de définition sur ce mythe. Le mythe est un récit qui met en scène des êtres surnaturels, des actions imaginaires, des fantasmes. On comprendra, ce n'est pas toujours le cas. Le mythe est également, on en parlait, une allégorie physique. Ce sont, somme toute, des croyances qui sont fondées sur des éléments de la vérité ou des éléments surnaturels. Et lorsque l'on parle de surnaturel, bien entendu, on ne peut que se rapprocher du caractère et du côté surnaturel des dieux. On parle également en matière de mythe, quelques exemples, de Cendrillon, le mythe de la chaussure, a-t-il existé ou non? De cette jeune fille transformée en nymphe, voire en vache, dans la mythologie indienne. Donc, vous voyez que tout cela est plutôt de l'aspect philosophique et de l'aspect virtuel. Comment peut-on passer d'un mythe au chocolat? Eh bien, rappelons-nous que le chocolat est originaire et à la fois du Mexique et des Aztèques,
Pour mémoire, la culture du cacaoyer était déjà développée il y a 2000 ans avant notre ère dans ce fameux golfe du Mexique. Il s'est ensuite développé dans l'immensité de l'empire Maya et tout auprès des Aztèques. Et l'une des composantes du chocolat, ce que l'on appelle théobroma, nourriture des dieux, était déjà proche de ce produit découvert aussi par les Incas. Bien entendu, à cette époque des Incas et des Mexicains, on ne connaissait pas le chocolat que l'on déguste aujourd'hui. C'était certes une boisson des dieux, c'était certes quelque chose qui parfois enivrait lorsque les fèves de cacao étaient un peu fermentées, hein, cela se comprend facilement, et le chocolat à l'époque était simplement issu des fèves elles-mêmes que l'on récoltait dans les cabosses. Pour mémoire, le cacaoyer est l'arbre qui produit, bon, on va dire l'arbre à chocolat, c'est l'arbre qui produit des cabosses de chocolat, hein, vous en verrez parfois ici sur le salon, sur ce stand, sur certains stands, très colorés, en forme d'ogive, à peu près 20 à 30 cm de long, à l'intérieur desquels cabosses, bien sûr, on trouve des fèves. Les fèves, on va ensuite les faire sécher, elles sont gluantes, on les fait sécher au soleil, hein, très facile dans ces pays-là de profiter du soleil. Et ces fèves ensuite sont torréfiées pour donner la graine de cacao, le cacao pâte qui va servir à faire des chocolats. Donc on voit que ce chocolat a évolué au travers du temps. À l'époque, à cette époque des dieux bénis, boisson bénie des dieux, le chocolat était vraiment un mythe. Tout le monde ne pouvait pas y accéder, tout le monde ne pouvait pas en consommer. D'abord parce qu'il n'y en avait pas partout, d'une part, mais d'autre part, parce que le chocolat était une boisson ou un produit assez onéreux. À tel point d'ailleurs, ce produit était-il onéreux, qu'il servait à cette époque à la fois de monnaie d'échange, mais également de monnaie de calcul. On ne disait pas « je vais te donner un billet de 20 € ou de 20 dirhams ou de 20 francs ». On disait « eh bien ça coûte 1000 fèves ou 8000 fèves ». C'était donc au-delà de l'un produit que l'on mangeait, qui était comestible, c'était une monnaie d'échange. L'évolution aidant, le chocolat s'est raffiné au propre comme au figuré, et il est devenu également quelque chose que l'on a travaillé. Alors on a beaucoup travaillé en matière de chocolat sur la torréfaction des fèves, celle qui permet, comme pour le café, de donner au chocolat à la fois ses saveurs, son côté raffiné et également son côté plus ou moins brûlé. Vous savez tous, toutes et tous, que lorsque vous buvez du café, vous pouvez très bien avoir des cafés qui sont très fortement torréfiés, un goût un peu brûlé, un peu amer, voire parfois un peu âcre, ou vous pouvez avoir des cafés beaucoup plus doux. Cela provient, comme pour le chocolat, à la fois du terroir, c'est primordial, au même titre que dans les vignes, ça provient donc du terroir, mais ça provient également de la manière dont il est traité après. Pour la petite histoire, pour ceux qui, mais je ne pense pas qu'il y en ait aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas tout à fait après la procédure, les fèves de chocolat sont torréfiées, elles entrent dans des machines qu'on appelle des concheuses, ce sont de gros cylindres, à l'intérieur duquel on ajoute du sucre, éventuellement de la lécithine, voire de la poudre de lait, et cela permet de faire une pâte, ce que l'on appelle une masse. Et avec cette masse qui va être ensuite écrasée entre d'énormes rouleaux avec une très forte pression, va donner des grains de chocolat microscopiques, hein, de l'ordre du micron. Plus le conchage sera long, 2 ou 3 jours, et plus la pression de ce conchage, de cette masse, sera précise, plus vous aurez une finesse dans le chocolat.
finesse, bien entendu, et saveurs qui vont se développer. Donc le chocolat, pour parler de son évolution, a été traité de plus en plus, à la fois par les pâtissiers, mais également pâtissiers chocolatiers, mais également cuisiniers, a été traité de manière à ce qu'il sorte du lot d'un produit qui était très peu usité il y a plus de 2000 ans, à un produit qui est consommé aujourd'hui partout. Il y a eu une évolution considérable. Toujours, malgré tout, le chocolat est associé au mythe. Pourquoi, me direz-vous? On l'a déjà vu avec l'aspect un peu ancestral, ancien, beaucoup plus que moyenâgeux, hein, il y a 2000 ans. Il était associé également aux dieux. On parlait de chocolat avec les dieux, les Aztèques, les Incas, de très anciennes civilisations. Mais également, dans l'inconscient populaire, le chocolat est un produit, béni des dieux, certes, on l'a déjà dit, mais un produit très gourmand. Pourquoi ce produit est-il gourmand? Simplement parce que c'est un produit sucré. Je vous rappelle qu'un chocolat qui fait 50% le pourcentage que l'on voit sur les plaques de chocolat ou autres sacs de granules, 50%, ça veut dire qu'il y a 50% de chocolat, donc de cacao, et il y a 50% de sucre. À l'extrême, 90%, un chocolat de 90%, cela veut dire qu'il y a 90% de cacao pâte, et qu'il y a 10% pardon, de sucre. Donc vous voyez la différence au passage. Plus votre chocolat sera sucré, plus il sera agréable, mais également plus il aura de matière grasse. Donc le mythe du chocolat, pour moi, au-delà de l'aspect ancestral et religieux, vient également du côté de la gourmandise. Il est toujours plus plaisant de manger quelque chose d'agréable au palais, de sucré, que quelque chose d'amer ou d'âpre. À première vue, même si on aime beaucoup tous les huîtres, il est plus agréable d'avoir un carré de chocolat qui fond dans la bouche qu'une huître avec un peu d'échalote, voire un peu de citron. Certes, c'est une question de goût, mais malgré tout, c'est une des parts importantes du mythe. Le côté sucré, le côté plaisant, le côté agréable en bouche, avec cette impression de j'en ai mangé, je veux encore en remanger, hein, une forme de drogue d'une certaine manière. Donc, tout cela fait partie à la fois de l'inconscient, je ne dirais pas de l'inconscient populaire, mais de l'inconscient personnel, et fait partie également de ces mythes chocolatés. À tel point que dans le chocolat, il y a des personnes, j'ai vu ici tout à l'heure, qui n'ont pas pu tenir 5 minutes et qui sont déjà partis pendant la conférence acheter du chocolat. Mais on ne peut que leur en vouloir du bien, car justement, ça adoucit les mœurs. Je vois, vous, madame, que vous suivez, c'est au moins intéressant. Vous achèterez, vous mangerez du chocolat après. Alors, également, quand on parle des mythes liés au chocolat, que l'on approche un tout petit peu, non pas du monde médical, mais de la médecine, ou une certaine forme de médecine que j'appellerais de médecine douce, je pourrais vous faire quelques remarques. Parfois, le chocolat a été, encore dans certaines contrées, un symbole de fertilité. Certains disaient même que le chocolat favorisait les érections. Érection, fertilité, vous le comprendrez. Le chocolat a également, pour certains, des vertus thérapeutiques. La fève de cacao, 1000 ans avant Jésus-Christ, était utilisée par les habitants d'Amérique centrale comme une unité de calcul, je le disais tout à l'heure. C'était le mythe de l'arithmétique. Vous voyez, autant
de choses qui sont tombées dans notre inconscient, voire dans notre subconscient. On parle d'aspect thérapeutique. On dit souvent, et vous l'avez déjà entendu, manger du chocolat, c'est comme manger du magnésium. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de magnésium dans le chocolat. Alors, plus on va en manger, plus on aura de magnésium, et plus ces oligo-éléments nous permettront d'être, d'une certaine manière, un peu euphorique, de lutter contre le stress. Alors, il est vrai que ça arrange certains, notamment dans le monde de l'agroalimentaire, de dire que le chocolat a des vertus thérapeutiques. Je ne vous donnerai pas de chiffres, mais imaginez simplement que pour le chocolat, avec son magnésium, son anti-stress, son décontractant au-delà de l'aspect plaisir, eh bien, pour que cela ait un effet en correspondance par rapport à d'autres fruits, par exemple, pour ne citer que la banane, eh bien, il faudrait que vous mangiez 100 kilos de chocolat par jour, hein, j'ai bien dit 1 quintal de chocolat par jour, pour que cela ait des effets anti-stress. Alors, ça fait partie d'un certain nombre de clichés, mais tous les domaines ont des clichés comme cela, soit dans le monde médical, soit dans le monde de l'alimentation, puis d'autres choses, mais aussi essayons d'aller chercher pourquoi, hein, certainement et très souvent, c'est parce que ça arrange un savant, un chercheur, un vendeur, un industriel de l'agroalimentaire. Un autre exemple qui n'a rien à voir avec le chocolat, ce fameux proverbe anglais qui, à un moment donné, arrangeait bien le monde médical anglais. One apple a day, keep the doctor away. Une pomme par jour vous éloigne de votre médecin, de votre docteur. Bon, est-ce vrai, est-ce pas vrai? C'est vrai qu'une pomme, certains présidents de la République l'ont dit, c'est agréable, mais entre le moment agréable et le moment des effets bénéfiques, on voit qu'il y a quand même une limite et un grand chemin. Dans ce chocolat, dans ces mythes, on s'aperçoit également, et là cela vient en particulier de certains chocolatiers, de certains industriels, on s'aperçoit qu'il y a des domaines qui sont quand même relativement obscurs. Ce domaine, on en parlait tout à l'heure, du pourcentage de chocolat, enfin de fèves de cacao, de pâte de cacao dans le chocolat, bon, d'aucuns vous disent, les industriels, certains chocolatiers vous disent, c'est important d'avoir des chocolats à haute teneur en cacao, à savoir 70, 80, 90%. Mais à un moment donné, essayez de manger du chocolat à 100%, il existe, ça s'appelle du cacao pâte, c'est-à-dire uniquement le résultat du conchage, enfin de la torréfaction, du conchage et du broyage. Essayez de manger du chocolat à 100%, enfin du chocolat à 100%, et donc que du cacao pâte. À mon avis, vous n'en mangerez pas 2 carrés. C'est amer, c'est pas agréable, et pourtant tout le monde vous dit allez vers des très hauts tons de chocolat. Essayez, mais c'est pas gagné. Donc il faut un juste équilibre. Là aussi, il faut combattre ces mythes, essayer un juste équilibre entre le sucre et le chocolat. Petite combine, malgré tout, que je vais vous donner. Si vous cuisinez, c'est l'époque du gibier. Là, je viens de manger un civet de marcassin à midi, aux 33 cités, exceptionnel. Dans la sauce, qui était géniale, il y avait tout simplement 2 carrés de chocolat, enfin de cacao pâte à 100%. Ça vous réchauffe la sauce, ça lui donne du punch, du peps, mais également ça lui donne de la couleur. Donc si vous avez des sauces à base de vin pour des gibiers, des viandes maturées, mettez, n'hésitez pas. Bon, si vous n'avez pas de cacao 100%, mettez du 60, du 70, c'est pas grave. N'hésitez pas à mettre un carré de chocolat. Vous verrez que ça va donner à votre sauce quelque chose d'assez exceptionnel sur le goût, bien sûr, sur la texture,
Et puis ça va vous puncher cette sauce qui va mettre également en relief la viande. Chocolat, on peut l'utiliser dans beaucoup de domaines, hein, dans des choses que l'on utilise beaucoup moins aujourd'hui. Le chocolat chaud, c'est quand même hyper simple, le chocolat chaud, excellent, mais encore faut-il qu'il soit fait avec des bons produits. Alors là, dans un chocolat chaud, à part le lait et puis surtout la crème que vous pouvez rajouter, n'hésitez pas là aussi à mettre un morceau de cacao pâte, de chocolat 100%, parce que vous verrez que d'abord ça va casser un peu le goût sucré et lacté, et que ça va vous adoucir le palais. En plus, vous pouvez très bien mettre un peu de vanille à l'intérieur, voire une pincée de poivre, et c'est magique, surtout en période hivernale. Au-delà des mythes, on s'aperçoit aussi qu'aujourd'hui, le chocolat est un véritable culte. Il n'y a qu'à voir tous ces artisans qui sont là, qui fabriquent des chocolats, qui inventent des recettes à base de chocolat. J'ai vu notre ami Willy Ferrier, chocolatier à Dardy, hein, dans la banlieue de Lyon, qui a inventé la semaine dernière un chocolat avec des pistils de safran. Il ne faut pas en mettre 3 tonnes. D'abord, pour la petite histoire, si vous mangez plus de 7 grammes de safran par jour, c'est mortel. Enfin, vous me direz au prix où est le gramme de safran. 7 grammes de safran par jour, c'est mortel. Mais malgré tout, ça donne quelque chose d'assez extraordinaire, avec lequel vous pouvez faire une petite sauce, sauce très délicate. Pourquoi pas accompagner avec des coquilles Saint-Jacques simplement snackées, poêlées, cette petite sauce avec du chocolat au pistil de safran. Vous m'en direz des nouvelles, très simple à faire. Faites juste attention, travaillez au bain-marie, que la casserole ne soit pas directement sur le feu avec le chocolat pour qu'il brûle. Le chocolat donc est un véritable culte. Pour la petite histoire, je voudrais quand même revenir sur le mot chocolatier. Là aussi, c'est un mythe, ou le culte du chocolat, ou le culte de la gourmandise. Aujourd'hui, il y a 2 types de chocolatiers, avec un C minuscule. Le chocolatier est celui qui fabrique le chocolat de base, hein, ce qu'on appelle le chocolat de couverture, qu'utilisent les pâtissiers ou les cuisiniers. Le chocolatier torréfie ses fèves, il l'importe du Venezuela, d'Amérique centrale, un petit peu du nord de l'Amérique latine, de Madagascar. Donc il importe, hein, parfois il a même des plantations. Pralu, qui a un stand ici, chocolatier à Roanne avec 3 boutiques à Lyon et sa fameuse praluline. Pralu a acheté des plantations à Madagascar. Valrhona, le grand chocolatier de la vallée du Rhône, atteint l'Ermitage, chocolatier mondialement connu depuis l'existence de la Coupe du monde de pâtisserie, a des plantations, des hectares de plantations au Venezuela. Donc le chocolatier qui importe ses fèves, qui récupère les fèves qu'il a cultivées dans les pays étrangers, généralement de la partie centrale de l'hémisphère, les utilise, les torréfie, les conche et les écrase. C'est le cas à Tain-l'Hermitage, c'est le cas à Dardy, c'est le cas à Roanne chez Pralu, et à Lyon, il y a malheureusement, heureusement pour lui, mais il n'y a qu'un seul torréfacteur fabricant de chocolat à Lyon, c'est-à-dire celui qui fait la chaîne de A à Z, c'est Bernachon. Alors on ne peut pas parler de Bernachon sans parler de chocolat, ou plus exactement, on ne peut pas parler de chocolat sans parler de Bernachon. Là, on peut effectivement parler de mythe. Pourquoi ce mythe du chocolatier Bernachon est-il né? Il est né de 3 raisons simples. La première, c'est que le fondateur de la dynastie, qui est né à Saint-André-le-Gaz vers 1917, alors au début des années 1900, était un excellent et très grand professionnel qui, très tôt, a dit « Non seulement je vais faire du chocolat, mais je vais torréfier mes fèves de cacao pour fabriquer ma propre couverture. » Ensuite est venu son fils, Jean-Jacques Bernachon, né en 1944,
puis le petit-fils Bernachon, qui est grand comme un géant, qui était là tout à l'heure, le petit-fils du Bernachon qui perpétue ce mythe du chocolat Bernachon. Un mythe qui est né donc de la qualité de ses professionnels, mais qui est né également d'un jour de février 1975, où le président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, a dit « Je vais faire un repas pour honorer la gastronomie française et également la médaille qu'il devait remettre à Paul Bocuse. » Vous n'êtes pas sans savoir que la fille de Paul Bocuse, Françoise, a épousé Jean-Jacques Bernachon, qui nous a malheureusement quittés il y a quelques années. Maurice Bernachon, le père fondateur, étant lui décédé en 1999. Lors de ce repas d'anthologie, il y a eu 2 créations mondiales. La première, c'était celle faite par Paul Bocuse, la soupe VGE, Valéry Giscard d'Estaing, n'est-ce pas? Cette soupe VGE, qui est une soupe où il y a pratiquement plus de truffes que de bouillon, qui est recouverte dans un bol avec un dôme en pâte feuilletée. Le jeu consistant à casser la pâte feuilletée, à mettre le nez au-dessus de cette soupière, vous avez toutes les effluves qui viennent lécher vos narines. Ensuite, vous cassez à nouveau la pâte feuilletée, vous la faites entrer dans le bol de soupe VGE et vous mélangez avec satiété et un bonheur gourmand incommensurable, vous mélangez cette pâte feuilletée dorée juste à l'œuf avec le bouillon où, je le répète, une fois encore, il y a plus de truffes que de bouillon. C'est un vrai bonheur. La deuxième création qui a été faite à l'occasion de ce repas d'anthologie, en février 1975, c'est le gâteau Le Président. Levez la main, qui connaît le président? 1, 2, 3, peu. Alors je vais vous l'expliquer. D'abord, vous le verrez sur le stand de Bernachon. C'est un modèle factice sous cloche en verre, mais c'est la réplique exacte et intégrale. Le gâteau président, le premier qui a été fait à l'Élysée, était fait pour 20 personnes. Chaque gâteau était fait pour 20 personnes et chaque gâteau pesait 3 kilos. À l'intérieur de ce gâteau, du biscuit, des griottes, de la crème pâtissière et puis sur le dessus, des copeaux de chocolat. On dirait un hérisson, on dirait un porc-épic, mais surtout, on a envie de mettre non pas les mains dedans tout de suite, mais la bouche dedans, tellement c'est beau et agréable. Et lorsque vous avez un vrai gâteau président en dessous de vos narines et devant vos yeux, vous sentez les effluves de chocolat, c'est assez magique. Et pourquoi vous sentez les effluves de chocolat? Pour 2 raisons. La première, c'est que c'est du chocolat de grande qualité qui, une fois encore, a été fabriqué par Bernachon, l'un des seuls torréfacteurs de la région. Citons aussi, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, Bonnat, du côté de Grenoble, à Voiron. Donc il y a très peu de vrais torréfacteurs, de vrais chocolatiers, torréfacteurs, fabricants de picopanes. Les copeaux de chocolat qui recouvrent le président, le gâteau Bernachon, créé pour la fête donnée par Valéry Giscard d'Estaing à l'Élysée en l'honneur de Paul Bocuse, est faite avec une machine qui fabrique les copeaux. C'est une grosse trancheuse, pas dans le style à chocolat, mais vous avez une pierre avec un couteau très très fin, très aiguisé, comme une lame de rasoir, dont vous réglez l'épaisseur à moins de millimètres. Tout le secret consiste à avoir un chocolat qui est à la juste, exacte et précise température. Si votre chocolat est trop chaud, il fond. Si votre chocolat est trop froid, il casse. S'il est à la juste température, ça va vous faire des feuilles que vous allez plisser telles des feuilles de rose, des pétales de rose. Et lorsque vous aurez ces pétales de rose en dizaines, pour ne pas dire en centaines, vous les plantez sur le dessus du gâteau. Faites-moi plaisir, allez voir le gâteau président de Bernachon à la sortie. Vous verrez, c'est quelque chose de magique. Donc voilà comment naît un mythe. Ça, c'est le mythe du chocolat Bernachon. Doit-on
employer le mot de mythe? Je ne sais pas. Doit-on employer le mot de culture au minimum? Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'exceptionnel qui reste gravé dans nos mémoires, surtout lorsque vous l'aurez mangé. Je vous rassure de suite, vous n'êtes pas obligé chez Bernachon d'acheter des chocolats, des présidents qui font 3 kilos pour 20 personnes. Il y a des modèles un peu plus réduits. Mais je vois que là j'ai 2 gourmands vers moi. Je suis sûr que vous iriez pas très loin de la grande version en famille le dimanche. Vous voyez que ces mythes, ces cultures ont des origines diverses. Mais une chose est certaine, une fois encore, c'est que le chocolat par lui-même est un produit béni. Pas forcément des dieux, hein, on l'a dit dans d'autres circonstances tout à l'heure, mais c'est un produit béni. Il y a d'autres produits qui sont bénis, mais certains produits, pour ne parler que de la truffe, pour ne parler que du caviar, pour ne parler que des produits d'excellence, ces produits sont bénis parce qu'ils sont très rares. Et ce qui est rare étant cher, c'est une forme de bénédiction, c'est une forme de mythe. Le mythe de se dire « jamais je ne pourrais me payer une boîte de 1 kg de caviar, ou même de 100 grammes au prix où il est. Jamais je ne pourrais me payer 1 kg de truffe, ou même une truffe de 100 grammes. » Tant les choses sont chères. Donc, parfois, ceux que l'on ne peut pas atteindre, ceux que l'on ne peut pas acquérir, eh bien, ça devient un mythe. Ah, si je pouvais, ah, si j'avais su, voilà. Mais là, c'est plutôt l'aspect rapport qualité-prix, ou prix, qui est important. Ainsi, je ne sais pas si tout le monde aime la truffe. Sur 100 personnes, je suis sûr qu'il y en a au moins 30 ou 40 qui se diront la truffe, c'est quand même un goût fort, c'est la terre, pas forcément agréable. Pareil pour le caviar. Beaucoup se disent, que sont ces petits grains qui éclatent dans la bouche, un peu acides, souvent très salés, fût-il du caviar de Bordeaux. Donc c'est plutôt, une fois encore, dans cet aspect-là, l'aspect marchand, l'aspect commercial qui entre en ligne de compte. En matière de gastronomie, et Dieu sait si à Lyon on est bien servi, on a d'autres domaines, au-delà du chocolat, dans lesquels sont nés des mythes. Lyon, capitale mondiale de la gastronomie. Mythe ou réalité? On peut se poser la question. Quelle est la réalité? La réalité, c'est tout simplement que Lyon est une capitale, certes, européenne, pas tout à fait encore à mon sens, mais c'est une zone dans laquelle vous avez 9 vignobles, du nord au sud, de l'est à l'ouest. À Roanne, il y a des vignes, en Ardèche, dans le Bugey, dans la Savoie, dans le Beaujolais, dans les Côtes-du-Rhône. Lyon est entouré de zones de production d'élevage. Lyon possède une ceinture maraîchère et également un couloir maraîcher. Certes, il y a le cardon de Vaux-en-Velin, mais il y a également tous les légumes du sud de Lyon et les fruits et légumes du sud de la vallée du Rhône, enfin de Lyon à Valence, Tain, l'Hermitage et compagnie. Donc le fait qu'une zone géographique soit au centre de tout permet d'accéder à la qualité des produits, ce que l'on appelle locavore aujourd'hui, les produits locavores, que l'on peut acquérir localement parce qu'ils poussent autour de chez vous. Ce qui en plus est très tendance parce que lorsqu'on achète locavore, lorsque l'on achète à côté de chez soi, eh bien, il n'y a pas d'équivalent pétrole, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de choses comme ça, ou du moins beaucoup moins. Alors, bien entendu, nos amis écologistes surfent sur cette vague et vont un peu dans l'esprit locavore et gourmand. Donc lorsque vous avez une ville qui est au cœur de tout, qui est au cœur de beaucoup
d'excellents et bons produits. Je n'ai pas parlé des lacs, des poissons de lac du Bourget, je n'ai pas parlé de la carpe des Dombes, je n'ai pas parlé des volailles de Brest, les premières et seules volailles à pattes bleues AOC. Je n'ai pas parlé de tout ça, mais vous voyez que cela a permis de construire une cuisine qui, au fur et à mesure, est devenue une gastronomie. Si vous n'avez pas une zone de production, d'élevage, maraîchère, vineuse, vitivinicole, vous n'aurez pas les bons produits de base pour cuisiner. Et c'est aussi pour cela que la cuisine lyonnaise, en quelques mots, qui avait été mise à l'honneur par les mères lyonnaises. Les mères lyonnaises, c'était tout simplement des cuisinières qui travaillaient dans des maisons bourgeoises pour des industriels, beaucoup de soigneux, mais également des industriels de l'industrie lourde. Ces mères lyonnaises faisaient des plats simples, généreux pour leurs patrons, et lorsqu'est arrivée la Seconde Guerre mondiale et puis un peu les crises économiques, eh bien les patrons ont demandé à leurs mères de quitter les maisons. Ces dernières se sont installées en ville, entre Rhodes et Saône, pour monter des restaurants que l'on appelait chez la mère Léa, chez la mère Blanc, chez la mère Fillot, chez la mère Brasier, et il y en avait tant qu'est plus. C'était tout simplement des anciennes cuisinières privées qui faisaient des plats familiaux, mitonnés, avec des produits de base d'une excellente qualité. Et puis, digression, puisqu'on est dans la cuisine lyonnaise, il y a eu également les bûcherons, qui eux étaient des petits estaminets, enfin estaminets c'est un mot plutôt du nord de la France, dans lequel des potrons minés, les soyeux venaient s'encanailler, achetant, mangeant une tête de veau, un tablier de sapeur, des gras doubles, des gratons, des choses que l'on pourrait appeler des lyonnaiseries militantes, et puis ils accompagnaient ça d'un pot de Beaujolais qui était à l'époque presque une piquette, c'était des vins qui titraient 6 à 7 degrés, et on n'achetait pas un verre ou une bouteille ou un pot de Beaujolais, on achetait 50 cm ou 1 mètre. C'est-à-dire que le patron du bouchon mettait des bouteilles, il les mesurait, enfin bon, il y avait des marques sur le comptoir, il les mesurait, et on prenait 50 cm, 1 mètre ou 2 mètres de pot quand on était les copains. C'est donc tout ça pour vous dire que la cuisine lyonnaise a évolué vers la gastronomie lyonnaise. Après, il y a eu des gens comme Paul Bocuse, mais pas que, tous ceux qui ont travaillé chez lui, qui s'installent maintenant. Et dans les années un peu avant 1950, il y a un garçon qui s'appelait Maurice Edmond Saillant, que vous connaissez sans doute sous le nom de Kurnansky, qui a écrit des livres, qui était un chroniqueur gastronomique, qui un jour de fête, c'est son ami Vétard, qui à l'époque était cuisinier, il est décédé maintenant malheureusement, était cuisinier place Bellecour. Un jour de fête et de libation, après un lièvre à la royale fait par Vétard, a dit « Lyon, c'était un garçon qui faisait 160 kilos, qui parlait fort, le verbe haut, et dit « Lyon est définitivement la capitale mondiale de la gastronomie. » Ça a été repris, ça a été propagé, ça a été amplifié, ça dure maintenant, mais ce n'est pas qu'une phrase sortie dans un mâchon ou dans un repas gourmand et gastronomique de libation, ce n'est pas qu'une phrase qui a été prononcée, c'est également une phrase qui correspond à des choses très, très fortes, des vraies valeurs, des valeurs morales et des valeurs gourmandes. Donc vous voyez qu'un mythe peut aussi bien partir de croyances qui ne sont pas avérées, des croyances erronées, mais un mythe peut partir également de faits avérés, de faits justes, vérifiés, et d'une conjonction de faits. Voilà. Alors, mythe ou réalité, là encore, on peut insister sur le mot réalité, les réalités de la gourmandise. C'est quand même pas compliqué de dire que le chocolat c'est bon. On le ressent tous au plus profond de nous-mêmes, n'est-ce pas madame? Voilà, vous opinez. Le chocolat a des vertus
On peut s'en laisser convaincre. De toute façon, ça ne fera jamais de mal. À ceci près que je vous préconise quand même de manger plutôt un chocolat 60-75% qu'un chocolat 90 qui vous laissera pas forcément des bons goûts en bouche, et surtout pas d'un chocolat 40 ou 50% qui sera un chocolat très sucré, non seulement très sucré, mais très cher en rapport qualité-prix, parce que vous le savez, vendre pour un pâtissier comme pour un fabricant de chocolat, un chocolatier, du chocolat avec beaucoup de sucre, on gagne plus d'argent, le sucre étant beaucoup moins cher que le chocolat. Alors ça, c'est des combines de l'agroalimentaire. Je vais vous donner aussi une autre petite remarque qui a un rapport avec la pâtisserie, pas ou peu forcément avec le chocolat, la glace. Vous allez, il en faut pour tout le monde, hein, de la grande distribution comme de l'artisan qui travaille seul dans sa boutique, dans son laboratoire avec sa femme dans la boutique. Une glace, vous allez la payer certainement beaucoup plus cher chez un pâtissier, beaucoup, 20, 25%, 30% peut-être. Vous allez payer donc plus cher que chez un industriel, dans une grande surface. Mais quelle différence y a-t-il entre les deux? Je ne parle même pas de la qualité des produits. Chez une glace à la vanille d'un pâtissier, ça sera des vrais atomes de vanille. Et les petits points que vous verrez seront des vraies mini-graines de vanille. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres glaces. Hein. Je dénigre rien, je ne m'appelle pas Élise Lucet. Mais je pourrais vous en raconter beaucoup aussi. La différence essentielle, à part la qualité des produits, c'est que dans une glace qui est turbinée, le mot turbiné, ça veut dire qu'on fait tourner la glace, on la fait foisonner, on la fait prendre dans une machine spéciale. Turbiner une glace chez un industriel, il va vous la turbiner vite, il va vous la faire foisonner. Cela veut dire que dans la glace, vous mangerez pratiquement plus d'air que de glace. Donc en clair, vous allez acheter du sucre qui ne vaut pas très cher, et vous allez acheter aussi une glace dans laquelle il y aura plus d'air que de glace. Chez le pâtissier, la glace, elle sera turbinée et foisonnée avec une grande modération. Cela veut dire que si vous faites fondre, mangez-le avant, ça ne vaut pas le coup, si vous faites fondre 1 litre de glace du pâtissier professionnel artisan et 1 litre de glace de l'industriel, ben vous me direz si le litre c'est le volume de la boîte ou si c'est le volume de la glace. J'en dis pas plus parce que, encore une fois, tout le monde doit vivre, les professionnels, les industriels et tout le monde. Donc voilà, on a abordé un peu un certain nombre de choses. Vous avez vu que c'était plutôt, non pas une conférence philosophique, faut pas exagérer, mais que l'on a abordé un certain nombre de choses. Le chocolat, mythe ou réalité. Conclusion. Le chocolat est certainement un mythe de par ses origines. Inca, aztèque, mexicaine, également par ses rapports avec les croyances des dieux de l'époque, produit béni des dieux. Mais c'est également une réalité, la réalité de la gourmandise au quotidien, la réalité de ce que peuvent fabriquer les artisans chocolatiers, la deuxième catégorie des chocolatiers, ceux qui achètent du chocolat de masse, du chocolat de couverture, chez des gens comme Valrhona, Pralu ou d'autres de l'agroalimentaire dans le nord de la France et au Benelux. Ces artisans chocolatiers, et là la réalité elle est vraie, c'est qu'à partir d'un produit de base, de cette couverture, de ce chocolat de couverture, vont vous fabriquer des bonheurs gourmands. Pour la petite histoire, ce que nous appelons, on va chez le pâtissier, je voudrais des chocolats. Le vrai nom c'est BBC, bonbons de chocolat, pour pas qu'on mélange. Hein, donc on achète des bonbons. Mais à l'intérieur, qui fait les ganaches? Qui crée les associations? Qui fait les décors? Qui modifie ou crée des moules? Ce sont les artisans chocolatiers. Pour la petite histoire, je rappelle que le métier de pâtissier est ternaire. Vous avez le pâtissier, celui qui travaille, le pâtissier confiseur, celui qui travaille le sucre, les bonbons, le pâtissier glacier, celui qui fabrique les glaces et qui sculpte la glace, et puis le pâtissier chocolatier.
Donc c'est un triptyque. Souvent vous avez des pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, voire traiteurs. Donc voilà un peu l'histoire. Donc la réalité, quelle est-elle? Eh bien, c'est que vous êtes ici aujourd'hui à la 6e édition du Salon du Chocolat, créé par Sylvie Douce et François Jantet, que c'est un réel bonheur gourmand, que vous avez des tas d'artisans qui vont vous proposer à la dégustation et à la vente également pour vous faire plaisir. Il y en a plusieurs. Allez chez Philippe Bernachon, regardez comment on fabrique les palais d'or, tout à la main, tout à la main. Et c'est pas uniquement pour la démonstration, il n'y a pas de machine. Allez également, il y a nos amis de chez Voisins qui sont là, qui fabriquent des lyonnaiseries gourmandes et des chocolats également. Il y a Willy Ferrier, dont je vous ai parlé tout à l'heure, torréfacteur à Dardy et chocolatier. Il y a des stands de démonstration, il y a des livres. Et, mesdames et messieurs, le bonheur gourmand est ici au Salon du Chocolatier. Une ou deux questions, si vous le souhaitez, pour autant que je puisse répondre. Merci de votre attention en tout cas, et je me suis régalé à voir les babines mouillées de bonheur gourmand incommensurable. Une ou deux questions, mademoiselle? Vous savez tout. Alors, comment fabrique-t-on le chocolat? Vous n'avez pas suivi, vous aurez un carton jaune. Question, non? Tout est bien qui finit bien? Eh bien, je remercie nos amis du Salon du Chocolat, Marine Bachelet en particulier, qui est la grande prêtresse, hein, mythe ou réalité, mythe religieux, qui est la grande prêtresse de l'organisation de ces conférences qui sont placées sous le label de la Chocosphère. Merci, bel après-midi, et faites-vous plaisir, on a une vie.